Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de physique. Aujourd'hui, nous allons lever les yeux vers le ciel pour comprendre comment les planètes tournent autour du Soleil. Au début du XVIIe siècle, un astronome allemand, Johannes Kepler, a découvert trois lois d'une beauté remarquable qui décrivent le mouvement des planètes avec une précision stupéfiante. Au programme Un peu d'histoire, un rappel sur l'ellipse, les trois lois énoncées et illustrées, le lien profond avec la gravitation de Newton, une démonstration et des exercices corrigés de type concours. Installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par un peu d'histoire. Johannes Kepler est un astronome et mathématicien allemand, né en 1571 et mort en 1630. Il devient le saint du grand observateur danois Tycho Brahe, qui avait accumulé pendant des décennies les mesures les plus précises de son époque, en particulier sur la planète Mars. À la mort de Brahe, Kepler hérite de ce trésor de données. Pendant des années, il lutte avec les chiffres de l'orbite de Mars, et c'est en acceptant d'abandonner le cercle parfait, dogme vieux de 2000 ans, qu'il fait sa découverte révolutionnaire. Les planètes décrivent des ellipses. Pour bien situer Kepler, rappelons le contexte. Pendant l'Antiquité et tout le Moyen Âge, on croyait que la Terre était immobile au centre du monde et que tous les astres tournaient autour d'elle. C'est le modèle géocentrique de Ptolémée. En 1543, Copernic propose une idée audacieuse. C'est le Soleil qui est au centre et la Terre n'est qu'une planète parmi d'autres. C'est le modèle héliocentrique. Kepler adopte cette vision, mais il va beaucoup plus loin. Là où Copernic gardait encore des cercles, Kepler ose les ellipses et obtient enfin un accord parfait avec les observations. Avant d'énoncer les lois, il nous faut un objet mathématique, l'ellipse. Une ellipse ressemble à un cercle aplati. Elle possède deux points particuliers appelés foyers. La propriété fondamentale est la suivante: pour n'importe quel point de l'ellipse, la somme des distances aux deux foyers reste constante. On appelle demi-grand axe la moitié de la plus grande dimension de l'ellipse. On le note A. L'excentricité, notée E, mesure l'aplatissement. Une excentricité nulle donne un cercle parfait, tandis qu'une excentricité proche de 1 donne une ellipse très allongée. Gardez bien ces mots en tête: foyer, demi-grand axe et excentricité. Voici la première loi de Kepler, appelée loi des orbites. Dans un référentiel centré sur le Soleil, chaque planète décrit une orbite elliptique dont le Soleil occupe l'un des deux foyers. Attention au point clé, le Soleil n'est pas au centre de l'ellipse mais bien à l'un de ses foyers. L'autre foyer, lui, est vide. Le point de l'orbite le plus proche du Soleil s'appelle le périhélie, le point le plus éloigné s'appelle l'aphélie. Cette première loi a brisé 2000 ans de croyances dans le cercle parfait. Le mouvement des planètes est elliptique. La première loi parle d'ellipse, mais en réalité, la plupart des orbites planétaires sont presque circulaires. Tout est une question d'excentricité. La Terre, par exemple, a une excentricité d'environ 0,017. Son orbite est si peu aplatie qu'on la confondrait avec un cercle. Mars est un peu plus excentrique, avec environ 0,09, et c'est précisément ce qui a permis à Kepler de détecter l'ellipse. À l'opposé, les comètes décrivent des ellipses extrêmement allongées, avec des excentricités proches de 1 qui les emmènent très loin du Soleil avant de revenir le frôler. Passons à la deuxième loi, la loi des airs, sans doute la plus surprenante. Traçons le segment qui relie le Soleil à la planète, on l'appelle le rayon vecteur. La deuxième loi affirme que ce rayon vecteur balaye des airs égales pendant des durées égales. Autrement dit, si la planète met un mois pour balayer une certaine surface près du Soleil, elle balayera exactement la même surface en un mois lorsqu'elle est loin du Soleil. Regardez l'animation. Les deux portions colorées ont la même aire et correspondent à la même durée. Cette loi traduit une régularité cachée dans un mouvement pourtant inégal. La loi des airs a une conséquence physique magnifique. La vitesse de la planète n'est pas constante. Pour balayer la même aire en la même durée, la planète doit aller vite lorsqu'elle est proche du Soleil, au périhélie, et lentement lorsqu'elle en est éloignée, à l'aphélie. La Terre, par exemple, se déplace plus vite début janvier, quand elle est au plus près du Soleil, qu'au mois de juillet. Derrière cette loi se cache un principe fondamental de la physique, la conservation du moment cinétique. Comme la patineuse qui resserre les bras pour tourner plus vite, la planète accélère en se rapprochant de son astre. Voici enfin la troisième loi, la loi des périodes, la plus quantitative des trois. Elle relie deux grandeurs, la période de révolution notée grand T, c'est-à-dire le temps que met la planète pour faire un tour complet, et le demi-grand axe de son orbite. La troisième loi affirme que le rapport du carré de la période sur le cube du demi-grand axe est le même pour toutes les planètes du système solaire. En formule, grand T au carré divisé par A au cube égale une constante. Plus une planète est éloignée du Soleil, plus son année est longue, et cette loi donne la relation exacte. D'où vient cette troisième loi? On peut la retrouver simplement dans le cas d'une orbite circulaire. Pour une planète en mouvement circulaire, la force de gravitation exercée par le Soleil joue le rôle de force centripète.
en écrivant que la force de gravitation est égale à la masse fois l'accélération centripète, puis en remplaçant la vitesse par 2πa sur grand T, un petit calcul donne le résultat. Grand T au carré sur a au cube égale 4π au carré, divisé par la constante de gravitation fois la masse du Soleil. Le membre de droite ne dépend que du Soleil, il est bien le même pour toutes les planètes. Vérifions la troisième loi sur le système solaire. Choisissons des unités bien pratiques. Mesurons les distances en unités astronomiques, une unité astronomique étant la distance Terre-Soleil, et les durées en années. Avec ces unités, le rapport grand T au carré sur A au cube vaut tout simplement 1 pour la Terre. Pour Mars, le demi-grand axe vaut environ 1,52 unités astronomiques, et la troisième loi prédit une période d'environ 1,9 années, soit à peu près 687 jours. C'est exactement ce que l'on observe. Pour Jupiter, bien plus loin, l'année dure presque 12 de nos années, la loi fonctionne à merveille. Les lois de Kepler décrivent le mouvement des planètes, mais elles n'en donnent pas la cause. C'est Isaac Newton qui, à la fin du XVIIe siècle, en révèle le mécanisme profond avec sa loi de la gravitation universelle. Deux corps quelconques s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Cette même force fait tomber la pomme et maintient la Lune en orbite. Le génie de Newton fut de montrer que ces lois permettaient de redémontrer mathématiquement les trois lois découvertes empiriquement par Kepler. Comment Newton retrouve-t-il les lois de Kepler? En appliquant le principe fondamental de la dynamique à une planète soumise à la seule force de gravitation du Soleil, on obtient un mouvement dont les trajectoires possibles sont des coniques, ellipses, paraboles ou hyperboles. Les planètes qui restent liées au Soleil suivent des ellipses, c'est la première loi. Comme la force est toujours dirigée vers le Soleil, le moment cinétique se conserve, ce qui donne exactement la loi des airs, c'est la deuxième loi, et le calcul complet redonne la troisième loi. Les trois lois de Kepler ne sont donc que des conséquences de la gravitation. Voyons une application spectaculaire, peser le Soleil sans le toucher. Reprenons la troisième loi sous sa forme physique. Grand T au carré sur A au cube égale 4π au carré sur la constante de gravitation fois la masse du Soleil. Cette égalité contient la masse du Soleil. Il suffit donc de connaître le demi-grand axe et la période d'une seule planète, par exemple la Terre, pour en déduire la masse de notre étoile. En remplaçant par les valeurs numériques, on trouve une masse d'environ 2 fois 10 puissance 30 kg, soit 300 000 fois la masse de la Terre. La mécanique céleste nous permet ainsi de peser les astres à distance. Les lois de Kepler ne concernent pas que les planètes, elles régissent tout mouvement sous l'effet de la gravitation. Elles s'appliquent à la Lune autour de la Terre, aux satellites artificiels et même aux exoplanètes autour d'étoiles lointaines. Un exemple très concret, le satellite géostationnaire. Pour rester en permanence au-dessus du même point de l'équateur, sa période doit valoir exactement 24 heures. La troisième loi impose alors une altitude unique d'environ 36 000 km. C'est là que se trouvent les satellites de télécommunication. Les mêmes lois permettent aujourd'hui de détecter et de caractériser des milliers de mondes au-delà de notre système solaire. Place à un exercice de type concours. On considère un satellite en orbite circulaire autour de la Terre à une altitude faible devant le rayon terrestre. On demande sa période de révolution. On écrit que la force de gravitation est égale à la force centripète. On remplace la vitesse par 2πr sur grand T et on isole grand T. On obtient que la période est égale à 2π fois la racine carrée de r au cube divisé par grand G fois la masse de la Terre. En appliquant les valeurs numériques pour une orbite basse, on trouve une période d'environ 1h30. C'est l'ordre de grandeur de la période de la Station spatiale internationale. Récapitulons les trois lois de Kepler. Première loi, la loi des orbites. Chaque planète décrit une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Deuxième loi, la loi des airs. Le rayon vecteur Soleil-planète balaye des airs égales en des durées égales. La planète va donc plus vite près du Soleil. Troisième loi, la loi des périodes. Le rapport du carré de la période sur le cube du demi-grand axe est le même pour toutes les planètes. Découverte par l'observation patiente puis expliquée par la gravitation de Newton, ces trois lois sont l'un des plus beaux triomphes de l'esprit humain. Et voilà, nous arrivons au terme de ce voyage autour du Soleil. Vous connaissez maintenant les trois lois de Kepler, la loi des orbites elliptiques, la loi des airs et la loi des périodes, ainsi que leur lien profond avec la gravitation universelle de Newton. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager autour de vous. Dans la prochaine vidéo, nous explorons la loi de la gravitation universelle de Newton plus en détail. Merci de votre attention et à très bientôt.